Bonsoir à tous. 6 juin 1944, cette date reste 70 ans après comme le symbole de la plus grande opération militaire jamais lancée, la plus audacieuse en tout cas. C'était le départ de la libération du continent européen face à l'Allemagne nazie. Alors pour commémorer cet anniversaire, TF1 et l'Institut culturel Google vous accueillent en direct ici au mémorial de Caen. Nous avons autour de nous en invité des Français, des Britanniques, des Américains, des vétérans qui ont vécu ce moment-là et puis deux historiens aussi nous accompagnent pour nous décrypter cet événement et sa portée. Nous avons décidé d'organiser le premier hangout international. L'événement le valait bien et nous sommes donc en contact avec des invités qui sont aussi depuis chez eux. Nous avons aussi à nos côtés et dans une autre salle des lycéens français qui vont pouvoir poser des questions à ces vétérans qui en 1944 avaient pas loin de leur âge. Et nous allons d'ailleurs commencer avec Colette Marin qui est une femme qui avait 15 ans à l'époque, 15 ans au début. 16 ans. 16 ans, 16 ans. Je vous entends réagir, Colette. Racontez-nous quelle jeune fille vous étiez à l'époque, au début de la guerre, et qu'est-ce qui vous a forcé finalement à vous engager? La jeune fille que j'étais, c'est tout simple. J'ai été élevée, j'ai dressée plutôt qu'élevée par une maman qui était née, tenez-vous bien, le 13 juin 1885. Il manquait une génération. Elle était fille et petite fille d'officier. Donc à la maison, ça filait droit. Et moi, j'étais programmée pour devenir une bonne épouse, une bonne mère de famille, une bonne maîtresse de maison, un point, c'est tout. Et la vie en a décidé autrement? Absolument. Le QI, mon frère qui est mort en déportation, avait un QI exceptionnel. C'est lui qui aurait dû avoir un avenir, pas moi. Alors nous sommes aussi avec Éric Rackham. Vous, Éric, vous êtes né à Londres, vous aviez 15 ans aussi au début de la guerre et dès 1943, à 18 ans, vous avez décidé de vous engager. Comment expliquer que vous avez eu cette envie dès votre majorité? Would you like me? My French is not all that good, so I have to give you my better English to explain. As a young man, I joined the army. I volunteered to become a soldier, and I went to become driving. Et il était chauffeur. And from 18 to my 19th year, I was in training up in Scotland, and then I was introduced to a duck. Duck. À l'âge de 18-19 ans, il était en entraînement en Écosse et il était sur un véhicule amphibie qui s'appelle Duck. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager, Éric? What made you volunteer to join the British Army? What made me? I don't know. I was like many young men that wanted to win the war, wanted to do my piece for the war. And my brother was already in the army, and he was in North Africa, and I just felt that I would have to do my bit. I can remember my brother saying before I left, you will never get in the army, it'll be all over, but it was not. By the time I was 18, il avait un frère qui était déjà dans l'armée et comme beaucoup de jeunes hommes, il ne savait pas trop quoi faire avec sa vie et il était plutôt intéressé par la paix. Alors je me tourne à ma droite. Bonjour Tony Vaccaro, vous êtes américain, alors on comprend l'engagement des Français, on comprend l'engagement des Britanniques. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Américain, à vous engager dans cette guerre qui concernait surtout l'Europe? I did not understand. What made you become involved in the war? Because you're French, you're not American, you're not British. In a French war, being an American. I was drafted in the army. J'étais mobilisé dans la guerre. I was living at the time in New Rochelle, New York. À l'époque, j'habitais à New Rochelle, dans le New York. And I graduated from high school. J'ai fini le lycée. And few weeks later, I was drafted in the army. Quelques semaines plus tard, j'étais mobilisé dans l'armée. Sorry. And
they sent me to Mississippi to teach me how to become a soldier. On m'a envoyé dans la Mississippi pour apprendre comment devenir soldat. And after Mississippi, about 6 months in Mississippi, they sent me to Kentucky. Après avoir passé à peu près 6 mois dans le Mississippi, je suis allé dans le Kentucky. And always doing war exercises. Toujours pour faire des entraînements militaires. Running through the mud. Je courais dans la boue. Climbing trees, climbing poles, climbing down poles. L'escalade, des arbres, des colonnes. Crossing rivers. Traverser les rivières. Having a gas mask, they used some kind of gas. Gas mask. Alors vous êtes d'origine italienne, c'est pour ça aussi que la guerre en Europe vous concernait? I was a pacifist. Pacifiste. I didn't particularly care to go to war. Ce n'était pas mon choix de participer dans la guerre. But I was from Pennsylvania. I was born in Pennsylvania. Je suis né dans la Pennsylvanie, aux États-Unis. Greensburg. Greensburg, Pennsylvanie. And the reason I cooperated was because I wanted Greensburg to appear a good town. Et la raison pour laquelle je me suis engagée, c'est parce que je voulais que Greensburg sorte comme if you had une ville de sent valeur. me, I'm sorry. That's okay. If you had sent me to hell, I would have done it. Si j'étais envoyé en enfer, je serais allée. Because I wanted Greensburg Parce que je voulais que to accept Greensburg me. Alors, de m'accepter. Christophe Prime, vous êtes historien ici au Mémorial de Caen, on l'a entendu, des profils très différents à l'époque, en 1940, 43, 44. Qui sont ces jeunes qui décident de partir à l'aventure, de s'engager, de libérer leur pays? Alors c'est très difficile d'avoir un portrait type en fait. Hein. Chaque engagement est une affaire très, très personnelle, très politique. Quand je vois Tony, c'est vrai qu'on voit bien justement que, comme beaucoup d'Américains, en 1939, ils étaient très peu nombreux en fait à vouloir s'engager dans la guerre. Hein. Le pays était fortement isolationniste. Je crois que vous avez des photos à nous montrer d'ailleurs. Oui, donc il y en a une d'une autre division que celle de Tony. Donc il s'agit d'une photo montrant des officiers de la 29e division d'infanterie américaine à l'entraînement en Angleterre. Une division intéressante parce que c'est une division qui a été créée en février 1941 à partir d'effectifs qui provenaient de la garde nationale américaine, donc de Virginie notamment. Et cette division va être la première à être envoyée en Angleterre. Et donc elle va s'y entraîner de nombreux mois et elle va débarquer donc sur Omaha le 6 juin et elle va subir de très très lourdes pertes, non pas tout simplement parce qu'elle est bien entraînée, mais elle va avoir fort à faire face à elle. Alors, on va rejoindre tout de suite Claude Rosa, qui est aussi un autre vétéran. Je ne sais pas si vous nous entendez, Claude. Vous êtes un Français, vous êtes né au Havre et vous êtes parti à Londres dès l'année 1940. Expliquez-nous ce qui vous a poussé à partir. Il faut rappeler quand même aux jeunes qui nous écoutent qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux. Ça veut dire que vous partez à l'aventure par conviction, par patriotisme et sûrement avec un grand courage sans savoir ce que vous allez trouver. Hein. J'ai voulu m'engager en septembre 1939, dès le début de la guerre. Je n'étais pas appelé, j'étais trop jeune, je n'avais pas encore 20 ans. Mon père m'a dit, quand tu seras majeur, tu feras ce que tu voudras, pour le moment, on attend. En avril, j'ai eu 20 ans, et à ce moment-là, on n'a plus pris d'engagement parce que le début de mai, ça a commencé. Quand est arrivé juin, eh ben, je me suis dit que je n'allais pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et donc, j'ai eu la chance d'aider par ma mère qui m'a réveillé pour me dire il y a un bateau de pêche qui part pour l'île de je ne sais plus quoi ce soir. Et j'ai pris le bateau de pêche en question. Et de cette île, très proche, nous avons eu le lendemain matin un bateau qui nous a emmenés à Southampton. À Southampton, nous étions une vingtaine de jeunes non mobilisés. Et un certain nombre de gens de la Légion étrangère qui revenaient et qui avaient été jusque tout en haut et puis qui avaient été rapatriés en Angleterre.
Alors vous n'êtes pas, excusez-moi Claude, vous n'êtes pas si nombreux à avoir fait ce choix de rallier l'Angleterre. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que vous avez fait le bon choix à l'époque et que vous avez eu ce courage-là? Est-ce que vous aviez une famille qui vous a poussé à partir ou est-ce que vous aviez, vous, une conscience patriotique particulière? Je ne crois pas que j'avais une conscience patriotique particulière, je crois que j'avais la conscience patriotique de pratiquement tout le monde à cette époque. Mais il se trouve que je me suis dit que les Anglais, eux, allaient continuer à se battre. J'avais été en Angleterre passer 6 mois quand j'avais 17 ans, parce que j'étais bilingue, j'avais vu pas mal d'Anglais. Je me suis dit, ils vont continuer à se battre et on ira au Canada. Alors donc, j'ai pu aller, je suis parti, et puis c'est tout. Alors on reviendra tout à l'heure sur ce que vous avez préparé en Angleterre, vous êtes aviateur et vous nous raconterez ça tout à l'heure. On va se tourner maintenant vers les lycéens français qui ont des questions à vous poser. Bonjour. Bonjour. Déjà, on pensait à une première question qui peut se poser lorsqu'on... Pardon, mais essaye d'articuler correctement. Allez-y, posez votre question. Alors, on pensait d'abord à une question qui peut se poser lorsqu'on sait lorsqu'on suppose ce que vous pouvez vivre pendant la guerre. Et alors, on se demandait à qui ou à quoi pensiez-vous lorsque vous faisiez face aux risques, aux dangers qui vous guettaient? Claude Rosin, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Est-ce qu'on pense au fait qu'on peut mourir quand on est jeune et qu'on s'engage? Je n'ai pas bien compris. Quelle était la question? Est-ce que quand on est jeune, on a conscience qu'on peut mourir quand on s'engage comme vous l'avez fait? Non. En tout cas, moi, j'ai jamais eu pensé à un instant que j'allais mourir. Mais il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient mourir et ils sont morts. Peut-être qu'on peut poser la question à Tony Vaccaro. Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Est-ce que, à l'âge qu'on a quand on part à la guerre comme ça, comme vous, qu'on a une vingtaine d'années, est-ce qu'on pense à la mort ou au contraire, est-ce qu'on n'y pense pas sinon on ne partirait pas? Did you think about the possibility of dying while you were fighting the war? Of course, the danger in a war is around the corner. Bien sûr, le danger est toujours très près. I had many bullets hitting trees right this far away from me. I was hit twice by fragments on my leg and J'avais des parties de balles qui m'ont touché 2 fois pendant la guerre. I was afraid constantly. It's constant. The fear is constant. J'avais toujours peur, sans arrêt. We people are designed by nature to survive at all costs. Nous, les humains, nous sommes là pour apprendre à survivre quoi qu'il arrive. D'accord. Ça me donne l'occasion de me tourner vers vous, Olivier Livorka. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de cette Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce qui explique qu'on n'a pas peur de mourir, c'est qu'on n'imagine pas une seule seconde ce qui nous attend? C'est-à-dire que le débarquement, c'est une opération, on l'a dit en début d'émission, qui est inédite, c'est terriblement audacieux, même les généraux qui la préparent ne savent pas ce que ça va donner. Expliquez-nous de quelle ampleur elle est et comment c'était hasardeux aussi de lancer une telle opération. Alors il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est qu'on peut se demander si les soldats ont peur. Oui, ils ont peur, mais ils ont peur parce que certains ont déjà combattu. Certains ont combattu en Tunisie, certains, je pense aux Américains, certains ont combattu en Afrique du Nord, je pense aux Britanniques, certains ont combattu en Italie. Et là, ils se sont rendus compte que le soldat allemand était un adversaire redoutable, et notamment son canon de 88 mm. Si j'en parle, c'est que ce canon de 88 mm fait aussi peur aux combattants américains ou britanniques que le Stuka pour le français de 1940. Donc, ils savent très bien que ce débarquement ne sera pas une partie de plaisir. Et ils le savent d'autant mieux
que, ne l'oublions pas, c'est une génération qui a vécu dans le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et autant on pouvait se faire une idée un peu idéalisée au début de la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, les pilotes qui se saluent, le combat chevaleresque dans les airs, autant après la Première Guerre mondiale et ce carnage, personne ne se fait d'illusions en imaginant que la guerre puisse être fraîche et joyeuse. Ce qui veut dire que lorsque les soldats s'apprêtent dans cette opération que vous avez qualifiée d'inouïe, et elle l'est, eh bien, c'est plutôt la peur qui domine, même si les hommes ont une confiance dans le commandement. En quelques chiffres, le 6 juin 1944, c'est combien d'hommes et quelle ampleur en termes de navires? C'est une très grosse opération, mais ce n'est pas la plus grosse opération de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque vous avez une grande opération déclenchée par Staline le 22 juin 1944, vous avez beaucoup plus d'hommes engagés. Ce qu'il y a d'inouï, c'est que c'est une opération combinée, c'est un débarquement. Et un débarquement, c'est le cauchemar des militaires. Parce que vous êtes dans un état de très grande vulnérabilité. Vous êtes dans la mer et vous avez une défense statique qui vous attend. Donc de ce point de vue, c'est la plus grande opération combinée, amphibie, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, les chiffres, les voilà, 135 000 hommes qui vont arriver sur Terre par mer au soir du 6 juin, en gros 25 000 hommes qui ont été parachutés, et des milliers d'avions, en gros 11 000 appareils. Et donc c'est énorme. À peu près 5 à 7 000 navires, embarcations, navires de guerre. Absolument, avec donc des bâtiments qui sont soit des bâtiments de couverture, des destroyers, des croiseurs, qui vont soutenir par le feu les assaillants, soit des bateaux de débarquement qui vont acheminer les troupes vers le littoral. On peut dire un mot aussi de l'opération Fortitude, parce qu'il faut dire que ce débarquement a demandé beaucoup de préparation, mais qu'on a préparé aussi une fausse opération parce qu'il fallait tenir secret la destination du débarquement. On a fait croire aux Allemands pendant très longtemps que ça allait se passer ailleurs. Absolument. Donc vous avez d'une part une protection, le secret autour de Verlord est très bien protégé, et vous avez une entreprise d'intoxication des Allemands, à savoir leur faire croire que le débarquement aura lieu ailleurs ou nécessairement dans le Pas-de-Calais, tout simplement parce que le Pas-de-Calais est le plus proche de l'Angleterre. Donc, pour mener cette grande opération d'intoxication, plusieurs moyens sont utilisés. D'abord, ce sont des fausses armées, des chars en caoutchouc que l'on gonfle, des avions en contreplaqué que l'on monte. Pour que les avions allemands pensent effectivement que cette armée, elle est basée en face du Pas-de-Calais. Absolument. D'autre part, vous avez un faux trafic radio qui donne aux Allemands l'illusion qu'il existe une armée prête à bondir sur le continent. Et puis, vous avez, dernier élément, eh bien, vous avez dans cette opération d'intoxication, vous avez donc dernier élément, des messages qui sont envoyés par un agent double célèbre, Garbeau, qui officiellement travaille pour le contre-espionnage allemand, l'Abwehr, mais qui en fait travaille pour les Britanniques, et qui dit aux Allemands: rassurez-vous, le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, mais c'est pas pour tout de suite. Et lorsque le débarquement est lancé, il continue en disant aux Allemands, ce n'est qu'une diversion, ce n'est qu'une feinte. Ça marche, puisque jusqu'au 31 juillet, le gros de la 15e armée reste dans le Pas-de-Calais. Mais si ça marche, et je m'arrête, c'est aussi pour une raison, c'est parce que les Allemands sont persuadés que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Car si vous avez une opération Fortitude South, Fortitude Sud, qui concerne le Pas-de-Calais, vous avez aussi une opération Fortitude North, qui prétend que les Alliés vont aller débarquer en Scandinavie. Là, les Allemands n'y croient pas. En Norvège, notamment. En Norvège. Alors c'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui qu'une opération avec 130 000 hommes puisse rester secrète. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui avec tous les moyens de communication qu'on a. On va peut-être en arriver justement à cette guerre. Tony Vaccaro, racontez-nous votre guerre. Vous débarquez quelques jours après le 6 juin en Normandie. Racontez-nous l'image que vous gardez de ce premier contact avec la France. Qu'est-ce que vous voyez? I first saw a rainy day, the coast of Normandy. Je rappelle quand même que vous débarquez sur Omaha Beach où il y a eu le plus de morts le jour du débarquement. Je me souviens que la journée était pluvieuse. Oui. I want to go back into the boat. Je voulais retourner dans la barge. When I was in my bed up high, 1, 2, 3, in a boat, waiting to go to Normandy. Quand j'étais dans le bateau très haut, en attendant de faire le in débarquement. the morning, À 1h du matin, the boat has an alarm. le bateau a un réveil. We got up.
Nous nous sommes levés. We were dressed, not as we were ready to fight. On était habillés, prêts pour le When combat. I got up and jumped, my high school ring got stuck in a nail where sailors put their coat on. And I remained suspended in the air with this gold graduation ring. Okay. Quand je me suis levée, je me suis coincée à une bague qu'il avait eu pour son baccalauréat de lycée et elle est restée suspendue dans l'air sur un clou. It was good for me because it gave me the idea that from that moment on, things were going to be difficult. C'était une bonne chose pour moi parce que je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment-là, les choses allaient être difficiles. Comment vous qualifieriez la difficulté de cette bataille de Normandie dans laquelle vous allez arriver? How would you qualify the difficulty of this Battle of Normandy that you're going to participate in? The greatest battle I participated in. C'était la plus grande bataille à laquelle j'ai participé. Within the first hour of the first battle, dès la première heure de la première bataille, we lost within less than an hour. We lost 3 commanders. En moins d'une heure, nous avons perdu nos 3 commandants. 3 colonels. 3 colonels. So it gives you an idea. Ça vous donne une bonne idée. And they were killed in front of me. Ils étaient tués devant moi, en Saint-Denis. Et la difficulté de la bataille de Normandie, c'est que vous n'avanciez pas et qu'il y avait beaucoup de morts. On dit toujours on pense toujours que le 6 juin a été très meurtrier, mais la bataille de Normandie et après, elle a été encore plus. Et dans des conditions très difficiles pour les soldats. We took the Germans took us back, we pushed forward, the Germans took us back. 7 times we couldn't go. 7 times. Ils avaient beaucoup de mal à avancer parce qu'ils étaient pris par les Allemands. Ensuite, c'était les Alliés qui prenaient les Allemands et ainsi de suite jusqu'à 7 fois. Et c'est pour cette raison que c'était presque impossible de progresser. Alors on va se tourner maintenant vers Colette Marin. Vous étiez une civile, Madame Marin, et vous avez vécu des choses aussi épouvantables. Les civils ont payé un très lourd tribut. Le premier jour, le 6 juin, il y a eu autant de civils tués par les bombardements que de militaires tués sur les plages de Normandie. Racontez-nous ce qu'a été votre vie pendant ces semaines de bataille de Normandie et quelle a été votre guerre surtout. Vous êtes devenue infirmière à l'hôpital militaire de Bayeux. Oui. Ça a commencé le 6 juin à 5 heures de l'après-midi. Un sidecar s'est arrêté devant la porte. Dedans, il y avait 2 Allemands, enfin un sur la moto bien sûr et l'autre dans la nacelle. Mais celui de la nacelle était un officier qui avait la tête en sang, qui était visiblement gravement blessé. Et il aurait cherché tous les deux la direction de Caen. Et moi, en voyant ces 2 hommes qui, hier ou avant-hier, étaient si arrogants, si autoritaires et si dangereux, j'ai pas eu chaud au cœur, faut pas exagérer, mais j'ai su que c'était fini pour eux, vraiment fini. Et puis, le lendemain, on a eu les troupes alliées qui sont arrivées. Mais alors là, ça a été, comme j'habitais Bretteville-l'Orgueilleuse et que ça se trouve dans le fameux triangle maudit entre Noré, Puteaux, Bretteville, et que le Carpiquet avec la base et les Hitler-Jigen n'étaient pas loin, ça a été très mouvementé parce que on s'endormait avec une armée, on se réveillait avec une autre. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a ramassé un soir une patrouille de garçons qui s'étaient égarés et c'était impossible pour eux, partant de Bretteville, de savoir s'ils devaient retourner sur Puteaux qui n'était pas libéré et sur Noré où quand même les nazis sont venus assassiner
19 civils à la grenade dans un abri. Et c'est avec un officier qui s'appelait Leslie, je crois que c'était Kip, son nom de famille, mais je ne suis pas certaine, que nous sommes partis chercher les survivants. Et là, vous avez décidé de vous engager comme infirmière? Eh bien, j'ai pas décidé. Je me suis trouvée, de fait, c'est même pas un avis. De toute façon, dans la famille, on était patriotes comme on est vivant. Parce que sur les 2 guerres, il y a quand même eu 6 personnes de tuées. Mon père a été blessé 2 fois, donc je répète, et ma mère était d'origine lorraine. Je ne sais pas si vous imaginez bien ce que ça donne dans une famille. Et donc, votre frère et votre père étaient dans la résistance? Oui, et mon frère est mort à Dora 10 jours. Il a été arrêté à 17 ans, il est mort à 19. Mais je veux dire que d'origine lorraine, et avec ce lourd passé, enfin glorieux passé, on était patriotes comme on est vivant. Racontez-nous un petit peu la vie quotidienne des civils à ce moment-là. La bataille de Normandie a été terrible pour eux. Racontez-nous l'ambiance. L'ambiance était ardente, parce que je viens de vous le répéter, ça bougeait tout le temps. Dans la ville de Bretteville, nous n'avons pas été bombardés, il n'y a pas eu une palanquée de morts civiles, c'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. Mais par contre, à Noré, à Puteaux, oui, ils ont beaucoup souffert, et c'est surtout les troupes, que ce soit le Royal Regiment, le Queen's, c'est eux qui ont beaucoup, et la Chaudière aussi, c'est eux qui ont beaucoup souffert, vraiment. Olivier Vivorca, excusez-moi Madame Marin, je reviens vers vous tout de suite. Olivier Vivorca, sur les civils, parce qu'on les oublie souvent. Oui. Un mot. Alors, un mot sur les civils, c'est que la Normandie a été une région relativement préservée de la guerre. Relativement préservée parce que vous n'aviez pas des centres industriels que les Alliés bombardaient, pas de très grands ports, hormis le Havre, mais on ne peut pas comparer le Havre à Brest. Donc la Normandie a bien sûr souffert de l'occupation, mais moins sans doute que d'autres régions. Et soudain, par ailleurs, il n'y avait pas une grande communauté juive en Normandie, il n'y avait pas une forte présence communiste en Normandie, donc tous ces éléments expliquent que même si la Normandie a souffert, elle a peut-être souffert moins que d'autres régions françaises. Et soudain, dans la nuit du 5 au 6 juin, c'est un déluge de feu qui s'abat sur la Normandie. La Normandie va être d'une part pilonnée par les bombardiers, tout simplement parce que ces bombardiers essayent de briser les forces allemandes, de briser la résistance des forces allemandes. Et puis par ailleurs, la Normandie devient le théâtre, et M. Vaccaro le rappelait, de véritables opérations, et d'opérations extrêmement meurtrières. Et donc du coup, les civils deviennent en quelque sorte des victimes de cette guerre, des victimes collatérales, dirait-on aujourd'hui. Et de ce fait, il faut rappeler que la Basse-Normandie a payé un lourd tribut au dieu Mars, 15 000 morts. Alors, Colette Marin, vous êtes toujours avec nous. Je crois que les lycéens ont une question pour vous. Oui, je voulais finir ma phrase tout à l'heure, parce que il faut surtout bien spécifier qu'à Bretteville, les troupes qui étaient présentes ont toujours manifesté beaucoup d'attention aux civils, en essayant de les avertir, de les protéger. C'est d'ailleurs eux qui nous ont demandé d'emmener les blessés et les vieillards et les enfants vers Bayeux, parce qu'on en était à la 3e contre-attaque quand même. Et c'est là où nous avons chargé tout ce monde-là dans des charrettes à bras, parce qu'il n'y avait pas d'autres véhicules. Mais on a mis 2 jours pour aller à Bayeux, parce qu'il n'était pas question d'emprunter la Nationale 13, qui était vraiment très mal fréquentée à cette époque. Donc on est parti sur la côte, et on a mis 2 jours pour faire Bretteville-Orgueilleuse-Bayeux, c'est-à-dire 13 km. Mais je répète, les soldats étaient vraiment très attentionnés pour la population. Colette, je crois que les lycéens ont une question pour vous. J'écoute les gamins. Oui, bonjour, je m'appelle Inès. Bonjour Inès. Je voulais savoir, est-ce que, quand vous êtes passé sous l'occupation allemande, entre guillemets, est-ce qu'il vous est arrivé de soigner des soldats allemands? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, les Allemands n'auraient pas toléré qu'un civil touche un soldat allemand. D'accord. C'est d'ailleurs, mademoiselle, pour ça que quand j'ai vu le sidecar avec cet officier en sang, j'ai su que c'était fini pour eux. Parce que la veille au soir, la même chose se serait produit, il y aurait eu immédiatement 2 douzaines d'ambulances et des infirmières allemandes et ça aurait été la révolution. Et là, ils étaient isolés, perdus, lamentables. Là, on savait que c'était... À partir de l'instant où ils étaient dans cet état-là, c'est que le reste ne pouvait pas suivre. D'accord. Alors Claude Rosa, on vous rejoint tout de suite. Vous, on l'a dit, vous avez rejoint l'Angleterre en 1940. Vous faisiez partie des forces aériennes françaises libres. Vous êtes donc un ancien pilote. Racontez-nous votre D-Day à vous. Qu'est-ce que vous avez fait et quand est-ce que vous avez survolé la Normandie pour la première fois? Je l'ai survolé pour la première fois et je me suis posé
en juin 44. Je lui suis posé sur un terrain qui n'était pas très confortable, et où nous avons passé quelques heures en juin 44. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez participé aux préparations du D-Day? Est-ce que vous vous souvenez de l'impression que vous aviez sur cette opération de grande ampleur? Vous savez quel âge j'avais, ce que j'étais, c'est-à-dire un simple pilote de chasse. Par conséquent, je faisais ce qu'on me disait de faire, j'étais content de le faire, j'étais totalement inconscient, je savais que j'en reviendrais. Ouais. Quelle est votre première impression en arrivant en Normandie? Quelles sont les premières images qui vous frappent à ce moment-là? Comme M. De Gaulle, j'ai embrassé la Normandie. C'était le premier point. Le second plan, je ne sais pas. Je ne me souviens pas si c'est à ce moment-là. C'est plutôt à mon départ du Havre en 40. Je suis parti à ce moment-là du Havre, rejoindre mes parents que j'avais conduits en Bretagne un mois avant. C'est à mon départ du Havre que je me suis fait vendre de l'eau par les Normands. Parce que c'était important de boire. Alors, mon impression sur la Normandie. Vous arrivez en plein chaos? Ah non, j'ai jamais eu de chaos. Il faut bien se rendre compte que je me suis tué. Je me suis tué à le répéter depuis longtemps. Et toujours. Les aviateurs ont une réputation à cause de la guerre de 14-18. Où c'était vraiment très très sérieux, nouveau et vrai. Mais de là-haut, nous n'avions pas conscience de ce qui pouvait se passer en bas. Alors, comme je n'ai pas été amené à traverser après des contrées torturées par les faits de guerre, sauf quand je me suis posé pour la première fois en Allemagne, c'est-à-dire donc en avril 45. Là, j'ai compris ce que la guerre pouvait faire aux villes, ce que j'avais fait par mes bombardements, puisque nous étions bombardiers-chasseurs, et que même si nous essayions de ne bombarder que nos objectifs, c'est-à-dire les canons anti-chars, etc., nous savions très bien que ça tombait sur les villes. Mais ce que je crois qu'il faut bien dire, enfin, je ne suis pas seul, on n'avait pas conscience de tout ça. Alors justement, on va demander à Colette Marin. Colette, qu'est-ce que vous pensez des bombardements? C'est vrai que les Alliés avaient prévenu, avaient envoyé des tracts à la population pour leur expliquer que le sacrifice serait important, mais qu'ils savaient que les pertes civiles allaient être conséquentes, mais qu'elles étaient presque inévitables. Comment ça a été vécu par les habitants à ce moment-là? Ce que je peux vous dire, c'est que les blessés que nous recevions à l'hôpital militaire Robert-Lion à Bayeux, c'était des civils. Je n'ai jamais entendu un civil se plaindre qu'il avait été bombardé. Et pour ceci simplement, il y a un proverbe normand qui dit « Quand il pleut sur le curé, ça retombe sur le vicaire ». Vous traduirez bien sûr pour nos amis. Mais il est évident que pendant 4 ans, tous les mauvais coups, nous les avons pris tout seuls. Tandis que là, quand ça nous tombait dessus, ça tombait dessus aussi sur les Allemands. Merci Colette. Alors, je crois qu'il y a une question des lycéens. Oui. Attendez, avant tout, vous dites à Tony, le toujours beau garçon Tony, que je lui envoie une bise, et vous saluez Christophe, qui a toute mon estime et ma sympathie. On va revenir vers vous, Colette. Vous inquiétez pas. J'écoute vos lycéens. À vous les lycéens, vous avez une question? Bonjour, alors moi je m'appelle Guillaume, je suis lycéen en terminale, et oui, bien sûr. J'ai 18 ans, ce qui était donc à peu près votre âge au moment de ces faits. Oui, mais même... à 18 ans, oui, voilà, je me rends compte que c'est une période de ma vie où je me construis, et donc j'imagine que la guerre a beaucoup influencé sur le reste de votre vie, autant en tant qu'infirmière, mais même pour Tony Vaccaro, pour sa carrière de photographe. Oui, Guillaume, votre question est excellente. Colette, ça vous a fait grandir plus vite, la guerre? Eh bien, je vais résumer un petit peu.
Je ne regarde pas de films de guerre, je suis comme Tony, moi je suis plutôt pacifiste. Je n'ai pas envie de serrer la main d'un Allemand de plus de 75 ans, mais j'accorde toute ma bienveillance aux générations suivantes. Le garçon me parle, mon retour à la vie civile a été extrêmement douloureux, j'y ai d'ailleurs laissé ma jeunesse. Et pour une simple raison, je me suis retrouvé chef de famille à 17 ans, sans métier, sans diplôme, sans secours d'aucune sorte, dans une maison qui était pillée et vidée comme une coque de noix. J'avais avec moi une maman de 60 ans qui attendait désespérément ses fils et qui a continué d'exister, de vivre après leur mort, mais qui a cessé d'exister. Alors, si j'ai un conseil à donner à la jeune génération, peut-être que j'anticipe un peu sur vos questions. Allez-y. Puisque ce sont les jeunes qui me parlent, je leur réponds. J'ai un conseil à vous donner. Calmez donc toutes vos envies, vos voracités, vos excès et vos violences, car tout ce qui est exagéré est inutile. Essayez simplement d'être un être humain, mais dans le sens universel du mot. Merci beaucoup Colette pour votre témoignage. On va se tourner maintenant vers Eric Rackham. Vous, on l'a dit, vous êtes britannique. Vous avez eu une formation de conducteur d'engins amphibies et on sait combien ils ont été importants au moment du débarquement. Racontez-nous aussi votre arrivée en Normandie, Monsieur Rackham. Quelles impressions vous avez eues en arrivant? Mais le premier jour, nous avons quitté. Je peux parler en français, ça va? Comme vous voulez. Bon, ok. Le premier jour, on était au bateau à la mer. On a dû attendre jusqu'à où ils sont, les infanteries étaient à la plage. Et nous, on est venu avec une centaine d'autres bateaux pour quitter le bateau pour aller dans la mer. Et puis, on avait, chaque bateau, il y avait un numéro sur le côté. Et on était, ils ont donné un numéro où on doit aller. Alors, je suis allé à ce bateau. C'était pour les soldats. J'avais 25 soldats et j'ai porté jusqu'à la plage à côté d'Arromanches. Pas Arromanches même, juste à côté, peut-être 50 mètres. Et puis, j'ai retourné et encore, comme ça, j'ai travaillé pour le jour. Et cette première nuit, ben, c'était le deuxième jour, j'ai dormi dans la voiture à la plage. Et cette voiture qui va à la mer, c'est différent, hein, parce que on était obligé de dégonfler les pneus à la mer et aussi, tant qu'on était sur la plage, on était obligé de remettre l'air dans les pneus pour rouler sur les routes. Alors pour les premiers jours, on avançait encore un petit peu d'abord avec des soldats, avec après l'essence ou les munitions ou toutes sortes de choses. Vous avez été témoin, vous avez été au cœur de ce dispositif inouï, comme on disait tout à l'heure. Vous aviez conscience que c'était une logistique incroyable? Bah, le premier, vous avez demandé aux autres peur. Vous avez peur. Alors, moi, j'avais peur quand je suis descendu du bateau. Et la première chose que j'ai vue, c'est un soldat mort à la mer. Peur. Ça, vraiment. Même maintenant, quand je pense à ça, mais peur j'avais. Mais on avait tous les armées, ils avaient un soldat qui est comique. Et nous avons un aussi, il s'appelle Baron. Et soldat Baron, c'est toujours, il avait quelque chose à dire rigolant. Et des choses comme ça que lui a crié une à l'autre. Et c'était formidable pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric Rackham. Christophe Prime, on peut peut-être revenir sur la jeunesse, la façon dont la guerre vous change, l'impréparation aussi de tous ces jeunes qui se sont retrouvés en Angleterre, qui venaient de toutes les nations occupées d'Europe, qui venaient d'Amérique. Est-ce qu'ils ont été bien entraînés, ces jeunes, pour débarquer dans des conditions qu'on connaît? Oui, alors ce sont des personnes qui vont
laissé, on va dire, toute leur vie entre parenthèses, leur vie civile entre parenthèses pendant plusieurs années. Il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, donc on engageait les hommes, on les mobilisait de 18 à 45 ans pour toute la durée de la guerre, plus 6 mois. Donc, pour beaucoup d'Américains, c'est vrai que le premier désir aussi, c'était de rentrer au pays, de rentrer entier. Et il faut savoir qu'ils vont rester, je veux dire, même entraînés. Pour moi, ça reste des hommes en uniforme, des civils en uniforme, jusqu'au moment où ils vont véritablement connaître leur baptême du feu. Et c'est ce qui va faire vraiment d'eux des vrais combattants. Vous avez des photos aussi, oui, je crois. alors vous aviez préparé des photos. On avait donc en photo, donc c'est un objet qu'on va présenter dans notre exposition là que nous sommes en train d'achever actuellement. Il s'agit tout simplement d'un harnais de parachute américain qui a été donc bien sûr utilisé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Et ce harnais, pour spécificité, d'avoir toutes ses sangles coupées et pour c'est une trace véritablement du passage d'un homme qui est sans aucun doute mort, encore avec son parachute attaché peut-être à un arbre justement ou à un poteau téléphonique, et lui n'aura même pas eu de baptême du feu puisqu'il va être tué avant même d'être engagé par l'ennemi. Alors c'est une pièce très émouvante. Justement, on revient sur la plage, Omaha Beach, où les premiers régiments qui sont arrivés sur la plage, Olivier Vivorca, ont été décimés à près de 90%. On a aussi dit après qu'on aurait pu peut-être éviter certaines de ces morts parce qu'il y a eu de l'impréparation et des pactages trop lourds. Hein. Alors, il y a deux éléments. Il y a en règle générale des pactages trop lourds, tout simplement parce que l'intendance ne cesse de rajouter dans les sacs tout un ensemble d'ustensiles, ce qui veut dire que les soldats portent parfois plus de 30 kilos. Donc c'est bien évidemment énorme. Ce qui veut dire que le 6 juin, vous allez avoir beaucoup d'hommes qui vont se noyer, tout simplement parce qu'ils sautent des barges qui les ont acheminés vers le rivage et que le poids est trop lourd et les entraîne dans le fond, et on le voit très bien dans le soldat Ryan. Sur Omaha, ce n'est pas simplement le pactage, c'est la suite, c'est un ensemble d'éléments, d'événements qui va provoquer effectivement ce que vous soulignez, le désastre, à peu près 2500 pertes, soit le quart des pertes enregistrées le 6 juin. C'est des courants dont on a ignoré la force, c'est l'appui de tanks amphibies sur lesquels on comptait, qui ont quasiment tous coulé, c'est une très forte résistance allemande sur laquelle on n'avait pas tablé, c'est la présence d'une division d'élite que l'on n'avait pas repérée. Tous ces éléments expliquent que Omaha a été, comme disent les Britanniques, bloodbath, les Américains, bloodbath, un bain de sang. Juste une petite remarque, parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair pour les jeunes lycéens, sur le témoignage de M. Vaccaro et le témoignage de M. Rackham. Les Alliés, lorsqu'on voit les petites barges, n'ont pas traversé la Manche sur ces petites barges. Les Alliés ont été transportés sur des gros bateaux, et à 7 ou 11 milles nautiques du rivage, ils ont été mis dans des petites barges. Et c'est ce à quoi le témoignage précédent faisait allusion. Ils n'ont pas traversé sur les petites embarcations que l'on voit dans le soldat Ryan. Alors, on va aborder la dernière partie de cette émission qui est la transmission, ce qui nous réunit ici et ce qui vous amène aussi aujourd'hui à venir témoigner, Tony Vaccaro, c'est la nécessité de transmettre votre témoignage. Vous avez été photographe, vous aviez eu un appareil photo avec vous lors de votre guerre, vous avez fait 7000 clichés, beaucoup n'ont jamais été publiés à cause de la censure, c'est ça, racontez-nous. Ce que vous avez vu et ce qui n'a jamais été publié. I wanted to photograph war like it had never been photographed before. Je voulais faire des photos de la guerre comme ça n'était jamais fait auparavant. I thought that people should see the inhumanity of men to inhumanity. Je pensais que c'était nécessaire de signaler, de montrer aux gens l'humanité qui produit la guerre. When I was a young boy of 5, 6, 7, I used to go into the barber shop of my uncle. Quand j'étais un jeune de 5-6 ans, j'avais l'habitude d'aller chez le coiffeur qui était chez mon oncle. Il était abonné tous les mieux
journaux et magazines de l'Italie. Et j'avais 5 ans, 6, 7, et j'ai regardé les photos. Men, l'homme contre l'homme. Et moi-même, à 6 ans, j'ai dit, c'est impossible. How can we do this? Must we do something special? Later, when the UN was formed in 1945, after the war in San Francisco, the UN, I thought, oh, wow, finally, we know what to do. Quand l'ONU a été fondée à San Francisco en 1945, je me suis dit, enfin, nous allons dans la bonne direction. Well, it has done nothing. Eh bien, ça n'a rien changé. Nothing. What must we do to get rid of war? Comment faisons-nous pour se débarrasser de la guerre? C'est pour ça que vous tenez à témoigner encore et encore, chaque année. That's right. Et Montre, nous parlons ici maintenant, ont été tués. Je suis sûr de ça. Par exemple, in Arabia, somebody got killed while we're talking here. Quelqu'un a été tué pendant cette conversation. Pourquoi? So I think that the UN is not enough. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces photos que vous avez prises à l'époque? Est-ce que vous avez le souvenir de quelques-unes d'entre elles qui vous ont particulièrement marqué? The photograph I like the most is the one that expresses love. Le photographe que j'aime le plus, c'est la photo qui exprime l'amour. The GI kissing the little girl. Le GI, le soldat en train d'embrasser une petite fille. That GI and that girl are giving mankind a great lesson. Ce soldat et la petite fille donnent une grande leçon à l'humanité. Tony, je vous arrête. Une lycéenne a une question pour vous. A high school student has a question for you. Hello Tony. Alors comme j'ai pas pu me présenter tout à l'heure, je m'appelle Agathe. Et alors j'avais une remarque à faire. Donc j'ai vu cette photographie qui s'appelle The Kiss. Et c'est vrai que quand on la regarde, on ressent beaucoup d'émotions et on voit votre inspiration à trouver l'humanité dans vos photographies. Est-ce que ça a toujours été comme votre moteur dans la guerre? You have to remind me what she said. Okay. Yes, on va le faire. So she's asking you, in your photographs, you show a great deal of humanity and things that move people. There are a lot of emotion that results from looking at your photos. Is that part of what motivated you to take photos during the war? Yes, that's true. I thought that words in the past didn't do much. So few days before I left for the army, I got this idea of bringing a camera. Dans mon passé, j'avais l'expérience que les mots étaient inefficaces. Et donc, quelques temps avant de partir, j'avais une idée d'apporter un appareil photo avec moi.
So I was hoping that pictures, photographs, would do much better. J'espérais que les photos allaient exprimer mieux les sentiments, les pensées. And I am glad that these pictures are in the wall of this great building Et je suis très content que ces photos sont exposées ici au mémorial de Caen, dans la ville de Caen. Oui, on rappelle évidemment que vos photographies font l'objet d'une grande exposition ici au mémorial de Caen et on invite évidemment tous les visiteurs à venir les regarder, à venir détailler ces photos qui sont votre regard sur la guerre. Alors vous l'avez rappelé, Tony, l'importance de transmettre encore et encore, de répéter ce qui s'est passé, de transmettre cette histoire. C'est un peu décourageant quand on s'imagine l'ampleur de la tâche. On se dit aussi que sur la Seconde Guerre mondiale, on a un peu tout dit. Comment se renouveler, comment renouveler le message et la transmission de cette mémoire aux jeunes générations. C'est le défi de nombreux documentaristes. Isabelle Clark et Daniel Costel ont recueilli ces dernières années toutes les archives, des archives inédites. Ils en ont fait un documentaire qui passera demain sur TF1 et ils nous expliquent comment ils ont essayé d'expliquer de façon différente aux jeunes générations ce qui s'est passé le 6 juin 1944. Aujourd'hui, les jeunes gens vivent dans un quotidien de flux d'images énormes. Et le projet qu'on a avec Daniel, c'est justement de remettre en couleur, le bruit, de sonoriser pour pouvoir donner à voir à ces jeunes gens. On n'entend pas le son de l'interview, c'est normal? Vous nous posiez la question tout à l'heure, pourquoi vous nous mettez en couleur? C'est pour toucher ces jeunes gens. Ce que nous faisons, c'est une sorte d'intermédiaire entre la fiction et la réalité, mais comme de la fiction, c'est-à-dire avec un début, un milieu, une fin et un rythme. Je crois que c'est là la clé des choses, c'est-à-dire qu'il faut intéresser un jeune public, lui donner à voir ce qu'a été véritablement le passé sous des dehors qui soient intéressants, attractifs. Et je crois que c'est ça l'une des notions. Maintenant, on s'intéresse, et c'est, je pense que c'est ce qui intéresse les jeunes gens, c'est l'histoire qu'on appelle l'histoire du sensible, c'est-à-dire le témoignage, celui qui était là. Ces acteurs-là, les sans-grades, il y a aussi les généraux Eisenhower et les autres, mais je pense que c'est cette approche aussi qui bouscule. Oui, ça pourrait être moi demain. Alors, Christophe Prime, vous êtes bien placé ici au Mémorial de Caen puisque vous recevez tous les jours des enfants des écoles, des lycéens. Vous êtes bien placé pour savoir combien c'est important de trouver les mots et les moyens de transmettre cette histoire entre eux et des gens comme Tony ou comme Colette. Il y a un fossé immense en termes de culture, en termes d'apprentissage, en termes d'ouverture sur le monde. Comment est-ce que vous réussissez à les sensibiliser à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et à leur expliquer vraiment l'ampleur et la catastrophe que ça a été? Alors, comme vous le dites, c'est une gageure en fait, que de passer justement tout ce savoir, justement toutes ces informations aux jeunes générations. Alors Tony parlait de l'importance de l'image. Ici, au Mémorial de Caen, vous en avez beaucoup et vous en avez sélectionné quelques-unes. Oui, alors on travaille beaucoup sur l'image, il faut les décrypter. Alors c'est vrai que c'est un matériau exceptionnel aussi pour les historiens, mais aussi justement pour les jeunes. Ici on a, donc là c'est plus un objet en fait, qui explique un petit peu le travail que l'on fait ici au musée, justement, et le travail des historiens par rapport aux témoignages. Parce que c'est vrai que ces témoignages, là on a une machine à coder américaine, et il faut les décrypter justement ces témoignages, parce qu'il y a des lacunes, il y a des fois des contresens, parce que tout simplement, je dirais que le vécu humain passe aussi par une machine très complexe, à savoir le cerveau, et il faut savoir justement... il faut savoir lire entre les lignes et c'est ce qu'on essaye ici de faire de notre mieux à partir à la fois des photos, des archives imprimées, mais aussi des objets qui sont un réel support pour ça. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui marque le plus les esprits quand les jeunes viennent ici? Comment ils en ressortent de ce mémorial de Caen? Alors je pense que la première clé
c'est tout simplement déclencher une émotion, justement. Et on le voit bien surtout pendant ce 70e anniversaire, c'est que les témoignages sont un vecteur essentiel pour le faire. Alors, on peut encore le faire aujourd'hui, ça sera beaucoup plus difficile dans quelques années, mais ces témoignages justement de vétérans, de personnes qui ont participé directement, c'est quelque chose qui crée un lien intergénérationnel. Donc il est important pour nous de les récolter, pour les utiliser après. Et après, je dirais, plus on va s'éloigner des événements, de trouver d'autres moyens. En tout cas, l'émotion, c'est vraiment le premier vecteur qui permet d'ouvrir une porte pour permettre aux jeunes générations, je dirais, de comprendre ces événements. Justement, Franck Moulin, vous êtes responsable de la communication ici au Mémorial de Caen. Comment vous arrivez à vous renouveler et comment surtout vous réussissez à vous adapter à la culture de ces jeunes générations ? Alors, grâce aux nouveaux formats et aux nouvelles techniques de communication, alors je crois qu'aujourd'hui l'exemple est parfait puisque ce Hangout Google+ en direct, cette visioconférence à plusieurs, permettent de sortir ces objets de collection, de montrer nos fonds d'archives qui sont pour la plupart évidemment, pour une partie j'ai envie de dire dans le musée, mais en grande partie dans nos réserves, dans nos collections. Et donc ces nouveaux formats permettent de répondre à deux grandes questions. C'est comment proposer ces objets, comment les montrer à tous et comment intéresser les plus jeunes. Donc, que ce soit ce Hangout, cette visioconférence ou une exposition virtuelle que l'on crée avec l'Institut culturel de Google ou les applications, comme la dernière qu'on vient de lancer, une application sur les 100 dates de la bataille de Normandie, qui, à travers 500 médias d'archives qui étaient dans nos fonds, permettent donc aux plus jeunes d'accéder à tout ça. Alors, je crois qu'il y a une question Internet pour vous, Eric Rackham. Eric, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pensez, Eric, que les jeunes générations sont suffisamment conscientes du sacrifice qui a été le vôtre et de ce qui s'est passé à l'époque? That is a rather difficult question to ask, but taking from what I have seen, it varies in different countries. But here in Normandy and here on the coast, and the people I have met have been simply wonderful. The number of people that come up to me and shake my hands and thank me, even after 70 years. You can't beat that anywhere. Thank you. La réponse varie de Merci pays beaucoup, en pays, Eric. Mais en tout cas, je peux dire qu'ici en Normandie, la réponse des gens, même après 70 ans plus tard, était était très touchant. Et c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Je pense qu'ils sont conscients de ce que nous avons fait. Colette Marin, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce que vous pensez que les jeunes générations sont suffisamment conscientes du prix que vous avez payé et de ce qui s'est passé à l'époque, de ce que coûte la liberté? Non, très sincèrement, je ne pense pas qu'ils soient conscients. Parce qu'il faut vraiment être dans le bain pour comprendre. Si je leur explique que je n'ai vu que des gens sur des brancards ensanglantés qui crevaient de soif ou qui saignaient ou qui avaient vomi. Ça c'est de la parole, c'est pas du concret. Et il n'y a que le jour où ils se retrouveront, eux, avec 20 blessés autour d'eux et la nécessité de s'en occuper tout de suite, qu'ils sauront ce que ça représente. Tout le reste, c'est abstrait. Si vous aviez un message à leur dire aujourd'hui, Colette, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes? Comme je suis comme Tony, moi je suis pacifique. Arrêtez de vous taper dessus. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure. Arrêtez de vouloir tout dans la vie. Arrêtez de vouloir avoir des envies, de la voracité de la vie, vouloir tout de suite. On n'a pas eu ça, ni Tony dans sa jeunesse, ni moi. Et on est encore là. Et certainement plus serein à nos âges, 80, je ne sais plus combien, mais moi 86, que ces gamins-là. Ils entament une vie et ils sont déjà malheureux. On ne peut rien pour eux. Il faut qu'ils l'apprennent, la vie. Je crois que Tony veut vous dire quelque chose. Oui, Tony. Si vous aviez un message à dire aux jeunes d'aujourd'hui. I hope so. If we had
no language, the entire species would be in peace. Si on n'avait pas de langage, toute l'espèce humaine sera en paix. Which means that it is language that creates chaos in our brain and disorganize the entire species. Cela veut dire que c'est le langage qui crée le chaos qui existe dans nos cerveaux et qui affecte toute l'espèce humaine. So what we must do is, because you see, our brain is programmed this way. Nos cerveaux sont programmés ainsi. You, Tony Vaccaro, are programmed to defend yourself from the enemy. Vous, Tony Vaccaro, vous êtes programmé à vous défendre contre l'ennemi. All of us are programmed that. So, what makes us have many enemies? Ce qui fait en sorte que nous avons plusieurs ennemis. Les paroles. Which means that we have to look again how have created these languages that we have. Cela veut dire qu'il faut étudier de plus près comment avons-nous créé ces langages. Where can we, if we find mistakes, can we make correction? Où on s'est trompé dans le passé, comment on pourrait modifier ou améliorer. Un conseil pour les jeunes d'aujourd'hui? Non. Au vu de votre vie et de votre expérience. Je voudrais dire le conseil à toutes les écoles du monde to learn that our brain can only follow one direction. D'apprendre que nos cerveaux sont faits pour suivre une seule direction. One direction. Une seule. Not two, not mille. Today, our brain is going in all directions. Aujourd'hui, le cerveau part dans tous les sens. Se recentrer sur ses priorités. So we need to get words into these two words. Claude Rosa, si vous aviez un message à faire passer, vos témoignages, on l'a dit, sont essentiels aujourd'hui. Si vous aviez un mot à dire à ces jeunes qui nous écoutent, ce serait lequel? Pensez aux autres en permanence. Merci beaucoup. Merci à tous de vos témoignages. Vous pouvez évidemment retrouver ces témoignages et cette émission sur Internet. Je rappelle qu'elle a été organisée par TF1 et l'Institut culturel de Google. Merci au Mémorial de Caen qui est passionnant à visiter et où on peut venir plusieurs fois. La première visite est trop courte pour pouvoir apprendre de tous ces documents que vous avez accumulés. Et je crois que les civils vous ont aussi apporté des documents. Donc merci à vous deux aussi de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup à tous. Merci. Thank you. Merci. Il y a un sacré décalage. Thank you so much. Merci. Thank you.